Bonjour, mon équipe et moi, nous allons parler aujourd'hui de la gestion culturelle des relations humaines en Afrique du Sud. On va faire la description générale de l'Afrique du Sud, présenter un peu la relation économique avec le Canada, parler également de la gestion des ressources humaines en tant que telle, parler un peu de la main-d'œuvre, faire une analyse diadique entre les deux pays, avant de présenter un peu la gestion de la différence culturelle en expatriation. On finira là par vous présenter des trucs et astuces à savoir en tant qu'expatrié. Premièrement, tel que mentionné, on fera une description générale du pays et on présentera la relation économique. Mais avant de se faire, juste préciser pourquoi ce pan-là de la gestion des ressources humaines. On voulait tout simplement présenter des outils nécessaires à tout expatrié, tout futur expatrié. Donc, cette petite présentation pourrait s'inscrire dans une formation avant l'expatriation, tout simplement. Parlant de la situation géographique et démographique de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud s'étend sur une superficie de 1 219 000 km² avec une population estimée à environ 60 millions d'habitants. On a une densité de 48,7 habitants par kilomètre carré. À titre de comparaison, là, pour le Canada, on est à 3,8 habitants au kilomètre. On a un taux d'alphabétisation supérieur à 95%, un climat méditerranéen avec des étés chauds et des hivers doux. C'est un temps très bon toute l'année. Troisième au rang mondial pour sa biodiversité derrière le Brésil et l'Indonésie. Pour parler un peu du tableau qu'on voit là à la droite, on peut constater que la population vit moins longtemps en Afrique du Sud. Ça peut s'expliquer par le taux de bronchitis assez élevé ou des maladies sexuellement transmissibles qui sont quand même assez répandues. De l'autre côté, on voit qu'il y a une population assez jeune comparément au Canada, avec un taux de natalité élevé. Parlant de l'histoire du fonctionnement politique de l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud a été une colonie hollandaise puis britannique, indépendante depuis 1910. C'est un régime parlementaire avec un pouvoir exécutif qui est détenu par un président. Celui-ci est élu par le département fédéral. On parle de 9 provinces en Afrique du Sud, 9 provinces totalement autonomes, dirigées par des comités exécutifs. La capitale, c'est Pretoria. Ce pays a été marqué dans les années 50 par l'instauration de l'apartheid. L'apartheid un système de ségrégation raciale qui séparait là les blancs des métis, des noirs, des asiatiques, etc. Où le mariage interracial était interdit. On avait comme vous pouvez le voir là, des séparations là par rapport aux races, le droit de vote, etc. C'est que dans les années 1900, à partir de 1961, une lutte a commencé à être organisée contre l'apartheid, dirigée par Nelson Mandela, que vous pouvez voir sur la photo, qui a créé l'ANC, African National Congress, pour lutter contre l'apartheid. Cela s'est soldé par un accord pour une Afrique du Sud multiraciale en novembre 1993. Parlons de la culture et de la tradition en général, on caractérise l'Afrique du Sud nation arc-en-ciel avec 11 langues officielles. La religion est très ancrée dans le pays, avec 3/4 de la population chrétienne, avec des sites touristiques intéressants, une architecture britannique et hollandaise héritée du colon. On a des safaris, dit-on, très prisés également en Afrique du Sud. Concernant la position économique et la relation avec le Canada, l'Afrique du Sud est le premier pays en Afrique australe, deuxième puissance économique en Afrique subsaharienne, même si elle demeure le pays le plus développé. Alors, quelques chiffres là, l'agriculture commerciale, une industrie manufacturière très importante, un secteur de services avec un secteur financier très sophistiqué, des ressources naturelles très très abondantes dans le pays, platine, or et diamant. Cependant, on a des points négatifs. Là, on voit que le taux de chômage est quand même assez élevé. Le développement économique est encore des inégalités dans le pays. Une inflation du prix à la consommation, par exemple, et surtout l'électricité qui est encore produite avec la rue en ce moment.
On a une province là, le Mpumalanga, à 200 km de Johannesburg, qui concentre toutes les industries. Elle a été qualifiée même de deuxième endroit le plus pollué au monde. Concernant la relation avec le Canada, l'Afrique du Sud a une relation diplomatique depuis 1939 avec le Canada. Toutes deux sont membres du Commonwealth et du G20. Puis en 2021, les échanges de marchandises ont atteint 2,1 milliards de dollars pour 1,7 milliards en importation vers le Canada. Le sixième investisseur en Afrique du Sud, notamment dans le secteur minier, principalement, mais aussi dans d'autres secteurs comme les transports touristiques et les communications. Je vais maintenant passer la parole à mes collègues Faustin et Ira pour la suite de la. Nous commencerons par expliquer la culture de la gestion ressources humaines en Afrique du Sud. Première phase. C'est la phase de gestion scientifique. Cette phase est influencée par l'industrialisation et le secteur minier ainsi que par les théories de Frederick Taylor. Deuxième phase. C'est la phase de relations humaines. Cette phase est influencée par les recherches sociales et psychologiques de Alton Mayo et al., ainsi que par l'émergence des syndicats et des mouvements ouvriers. Troisième phase, c'est la phase systémique. Cette phase est influencée par les théories des systèmes de Ludwig von Bartholomä et al., ainsi que par les changements politiques et économiques survenus en Afrique du Sud les époques de l'apartheid. Quatrième phase, c'est la phase stratégique. Cette phase est influencée par les théories de la gestion stratégique de Michael Porter et al., ainsi que par les transactions démocratiques et la mondialisation en Afrique du Sud après 1994. Merci beaucoup. Alors, la situation actuelle de la gestion des relations humaines en Afrique du Sud est assez particulière. Donc déjà, on parle d'un pays qui a une riche diversité. Alors, c'est un pays qui a été tour à tour, qui a reçu de multiples vagues d'immigration. Alors, quand on remonte quelques siècles en avant, on a l'arrivée des populations néo-zélandaises qui sont là, tu as les populations venant de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, du Sri Lanka. On parle aussi des populations qui ont peuplé Madagascar. On parle du peuple Swahili, des Zoulous. Donc, il y a plus d'une dizaine d'ethnies d'origines diverses qui se côtoient, incluant quelques Bantous là qui ont réussi à arriver jusqu'en Afrique australe. C'est la même situation aussi avec les religions. Donc en Afrique du Sud, on trouve toutes les religions, chrétiens en majorité, mais aussi musulmanes. Il y a une grande diaspora juive. C'est donc essentiellement des religions monothéistes qui sont là, mais avec la diversité qui inclut des peuples swahili, des bantous, le peuple zoulou. Il y a aussi la présence de quelques rites animistes ou de confessions polythéistes. Donc, on en recense plus de 5, plus de 11 ethnies qui cohabitent depuis plusieurs siècles. À ça vient se rajouter la diaspora issue de la colonisation ottomane britannique aussi. Euh, alors, au niveau de la numérisation et de l'innovation, l'Afrique du Sud, depuis très longtemps, est un pays qui est vraiment à la pointe de la technologie. Donc, on fait affaire ici à une société qui est entièrement ou presque entièrement numérisée. Et cet état des choses est jumelé avec beaucoup d'efficacité. Donc, on a une productivité des entreprises qui est totalement efficiente ici, parce que la productivité vient avec le sérieux, avec un encadrement légal qui fait en sorte que la GRH bénéficie beaucoup de plusieurs innovations qui sont constantes aussi, puisqu'il faut s'adapter à l'aspect multiculturel et multiethnique de la société. Au niveau du travail, malgré la pénurie de personnel qui touche, comme la plupart des pays développés, qui touchent aussi l'Afrique du Sud dans des secteurs clés, on parle de la santé, de l'éducation aussi, un peu de la recherche. On reste quand même dans un pays où il y a une très bonne protection des travailleurs, puisqu'il y a un esprit collectiviste et la plupart des décisions doivent faire un consensus. Et donc, les employés restent assez loyaux. Dès l'instant qu'ils trouvent toutes les bonnes conditions, ils restent assez loyaux à leur employeur. Cela fait en sorte qu'il y a quand même un turnover, un taux de roulement qui est beaucoup plus bas que dans des pays avec des économies similaires. Et si on continue sur la même lancée,
Alors, l'économie sud-africaine est vraiment dominée par des grands groupes, par des conglomérats. Donc, c'est une société où plus de 80% de l'économie est aux mains des multinationales et des très grandes entreprises. Et le secteur des petites et moyennes entreprises est relativement sous-développé. C'est un peu le phénomène inverse qu'on observe au Canada en général ou au Québec en particulier. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la culture est très collectiviste. L'intérêt commun est prioritaire sur les besoins de satisfaire les actionnaires ou certains groupes influents. On a aussi un vaste système de législation du travail qui encadre énormément de choses, les cas de jurisprudence, les cas de discrimination positive ou négative. On fait en sorte aussi que le système soit plus égalitaire pour éviter de reproduire ce qu'ils ont vécu pendant la période de l'apartheid. Et il y a une grande productivité par nombre d'heures travaillées, aussi dû au fait que la semaine de travail est de 45 heures en Afrique du Sud, comparé à la plupart des pays occidentaux. Dans la culture sud-africaine, on évite aussi beaucoup la confrontation. Donc les politiques de gestion des relations humaines, des ressources humaines fait en sorte que la confrontation directe est vraiment difficile. Ça se produit très difficilement. C'est vraiment évité et puis c'est encadré. Tout est fait pour que l'ambiance soit collective et qu'il puisse avoir une relation de confiance entre tous les interlocuteurs, avec le culte aussi évidemment du respect de la seniorité. Et chose assez spéciale, et qui est notamment mentionné parce que c'est spécifique à l'Afrique du Sud, les vêtements africains traditionnels sont de coutume et de rigueur au travail dans les rayons d'affaires. Donc ce n'est pas un effet de culture, c'est vraiment la tenue qui est portée par la plupart des Sud-Africains et ça valorise aussi leur culture et leur expression. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Laurence. Bonjour, je m'appelle Laurence Lagmago et dans cette partie, on va parler des caractéristiques de la main-d'œuvre sud-africaine. Il est important de comprendre les caractéristiques de la main-d'œuvre sud-africaine pour une bonne planification de la gestion des ressources humaines dans ce pays. Avec sa riche histoire, il va de soi que la main-d'œuvre sud-africaine est multiculturelle, hétérogène, diversifiée et composée d'employés africains de couleur, qu'on va appeler en anglais colored people, d'Indiens, de femmes, de jeunes et d'hommes, tous issus d'une variété d'ethnies, de religions, de régions et parlant plusieurs langues. Au sein de cette main-d'œuvre, il y a des inégalités structurelles dans le profil de compétences, ce qui va entraîner justement une pénurie d'employés qualifiés sur le plan professionnel, notamment en compétences technologiques, financières et managériales, compétences en manque alors que nécessaires pour une entreprise qui veut se développer et être compétitive mondialement. Une majorité de la main-d'œuvre manque de qualification et a tendance à être très manuelle. Chez les jeunes, on constate qu'il y a un fort taux de chômage et une main-d'œuvre disponible, mais sous-utilisée car non qualifiée. Il y a également une discrimination institutionnalisée dans le style de gestion et une distance de pouvoir qui est relativement importante entre les groupes, une distance qui est fondée sur les disparités ethniques, raciales et historiques. Avec la mondialisation et sa population multiculturelle ayant des origines venant de partout, il y a cette espèce de dualité des identités culturelles occidentales et africaines au sein de la main-d'œuvre sud-africaine. Aussi, la solidarité collective, l'harmonie et la communauté ont une importance pour l'employé et sont des valeurs ou des perspectives qui vont influencer le style de gestion des managers. En raison des éléments que je viens de citer, le développement de ressources humaines performantes, productives et compétitives est un défi à relever au quotidien. Il y a des différences culturelles aussi entre les deux pays qui sont importantes à retenir. Donc, dans cette partie, on a réalisé une analyse dyadique entre le Canada et l'Afrique du Sud. On a trouvé 3 dimensions culturelles pour lesquelles on a constaté des différences significatives, notamment dans la distance de puissance ou de pouvoir, l'individualisme, la masculinité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, ça signifie qu'il y a une acceptation culturelle d'un ordre hiérarchique en Afrique du Sud dans lequel chacun y a sa position sans justification nécessaire. L'employé sud-africain s'attend à recevoir des ordres d'un supérieur qui est décisif ou limite autoritaire. Le Canada, quant à l'individualisme,
est plus individualiste que l'Afrique du Sud, qui est historiquement collectiviste. Donc, dans la société collectiviste d'Afrique du Sud, la loyauté, la responsabilité et l'appartenance individuelle va commencer par la famille élargie, ensuite la tribu ou l'ethnie, et après la nationalité. Donc, les individus sont engagés émotionnellement, économiquement, socialement et même politiquement à leur collectivité ou groupe. Cependant, il y a de l'individualisme dans la relation employé-employeur, puisque dans le contexte sud-africain, la relation professionnelle est un contrat basé sur un avantage mutuel. Donc, ça sous-entend aussi que les décisions d'embauche et de promotion sont censées être basées uniquement sur le mérite. La société sud-africaine est plus masculine dans la culture de travail et la résolution de conflits qui se fait généralement par la lutte comparativement au Canada. Les Sud-Africains aussi ont tendance à vivre pour travailler et l'accent est moins mis sur la conciliation travail-famille qu'au Canada. Et d'ailleurs, comme dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, la ponctualité ne va pas toujours de soi en Afrique du Sud car la conception du temps est différente. Les autres dimensions de la culture, notamment l'évitement de l'incertitude, l'orientation à long terme et l'indulgence, sont sensiblement pareils entre les deux pays. Je vais passer la parole à Johari qui va parler de l'impact de la différence culturelle sur l'expatriation. Merci. Maintenant, nous allons parler de la gestion de la différence culturelle lorsqu'on veut expatrier en Afrique du Sud. Ce qu'il faut considérer dans un premier temps, c'est l'intégration d'une culture anti-discrimination dans votre organisation. Donc, il s'agit de supprimer la discrimination injuste qui a été vécue pendant longtemps durant l'apartheid, améliorer la représentation des différents groupes ethniques, offrir des formations pour compenser le manque d'éducation des travailleurs victimes de l'apartheid pour avoir des travailleurs plus compétents et avoir les bons moyens pour être concurrentiel sur le marché. Et puis l'autonomisation économique qui implique qu'il faut attribuer les salaires en fonction de la compétence et de la performance et non en fonction de toute autre forme de discrimination. Ce n'est pas nouveau pour les Canadiens, mais il y a encore un grand travail à faire pour l'intégrer dans la culture organisationnelle en Afrique du Sud, puisque les organisations le font généralement actuellement pour respecter la loi et non pour l'adopter en tant que culture organisationnelle. Nous allons parler maintenant de la dualité de leadership sud-africaine. Alors, il y a deux styles de leadership en Afrique du Sud. Il y a le leadership afrocentrique et puis le leadership eurocentrique. Le leadership afrocentrique a plutôt une tendance vers le collectivisme. Donc, c'est un leadership plus axé sur les besoins comme de la communauté. Et son avantage, c'est plus adapté dans un milieu multiculturel comme en Afrique du Sud parce que ça favorise la collaboration et le travail d'équipe en même temps. Mais l'inconvénient, c'est la prise de décision est plus consensuelle et ça peut retarder certaines décisions parce que pendant que les autres entreprises concluent un marché, le leader afrocentrique cherche encore le consensus dans son groupe. Le leadership eurocentrique est plus ce qui est utilisé en Occident, donc c'est plus axé sur l'individualisme. Le leader s'adapte facilement aux besoins du business, mais il est moins soucieux des besoins de la communauté, ce qui peut créer une forme de inéquité ou d'inégalité vis-à-vis des employés lorsque le leader utilise un statu quo. Il n'y a pas de bon ou mauvais, mais le plus important, c'est de savoir l'adapter aux besoins de l'entreprise. L'Ubuntu, nous allons parler de l'Ubuntu, qui est une forme de leadership afrocentrique. Donc, ça parle de trois principes de management qui est d'abord le rapport avec les autres, axé sur le collectivisme et l'intérêt du groupe, le processus de décision qui cherche plutôt le consensuel et le rapport avec le temps qui est plutôt la pratique du polychronisme parce que les Sud-Africains
donne aussi de l'importance au social, mais le temps n'a pas seulement une valeur économique. Tout à l'heure, on parlait de chercher le bon entre leadership afrocentrique et eurocentrique. Le King Report peut être une bonne référence pour les expatriés en Afrique du Sud, parce que c'est un mix de modèles de gestion occidentaux et des systèmes de valeurs africaines. Donc, c'est un document non légiféré, mais c'est basé sur les bonnes pratiques de management et ça adopte une approche appliquée ou expliquée et c'est axé sur un leadership efficace et éthique, aussi sur une gestion durable de l'économie, du social et de l'environnement. Voilà, donc je passe la parole à Sabrina pour la conclusion. Merci. L'Afrique du Sud est un pays ayant un fort vécu, notamment dû à l'apartheid et à sa révolution. Cette partie de l'histoire explique en grande partie pourquoi autant de mesures antidiscriminatoires sont en place dans les entreprises. Par ailleurs, le pays est en constante évolution, autant pour tout ce qui a trait aux nouvelles technologies qu'aux techniques de GRH. En effet, le style de gestion se voit changer, tout comme les façons d'être entre gestionnaires et employés. Malgré les quelques différences vues dans l'analyse dyadique, notamment par rapport à la culture du temps, la distance hiérarchique et l'individualisme perçu, l'Afrique du Sud et le Canada ont un lien économique important qui risque de perdurer, notamment pour le milieu minier. Sur ce, voici différents trucs et astuces qui vous permettront, en tant qu'expatrié, de mieux vous intégrer à une entreprise sud-africaine. Tout d'abord, gérer avec succès des personnes en Afrique du Sud dépend du temps passé à développer des relations personnelles et à apprendre à connaître vos collègues. Ils valorisent beaucoup les gens qu'ils connaissent personnellement, donc ne soyez pas gênés d'aller à leur rencontre et d'organiser des activités à l'extérieur du travail. En tant que gestionnaire, faites aussi grandement attention au style de gestion à adopter selon les différences régionales. Mais de façon générale, le style démocratique est de nos jours préféré au style autocratique qui, lui, est plus utilisé en dehors des villes clés. Pour ce qui est du rôle de gestionnaire, celui-ci représente un guide plus qu'un supérieur pour ses employés. N'affichez donc pas votre statut et cherchez à collaborer avec vos collègues. Par ailleurs, imprégnez-vous de l'Ubuntu, qui met l'accent sur la culture de la place. L'afrocentrisme qu'on peut y voir veut une préservation de leurs mœurs. C'est pourquoi il est aussi recommandé d'effectuer un recrutement local. Les barrières personnelles et professionnelles étant minces, il est souvent apprécié de recruter des membres de familles d'employés actuels. En raison de l'histoire de l'apartheid, le lieu de travail sud-africain met aujourd'hui beaucoup d'accent sur la diversité, l'égalité et l'inclusion. D'où l'importance d'avoir une attention particulière à ne jamais faire de discrimination raciale. Toutefois, un avertissement aux femmes, attendez-vous à être testées d'une manière qu'un collègue masculin ne serait pas. En effet, les femmes sont malheureusement encore très sous-représentées au poste de direction et cela amène parfois des comportements condescendants. Lors de négociations, on vise toujours une situation gagnante-gagnante. Et c'est pourquoi il est nécessaire de toujours commencer à négocier avec un chiffre réaliste. Par ailleurs, lorsque possible, il est important de faire participer tout le monde à la prise de décision, pas seulement les gestionnaires. Mais ceci est plus réaliste dans le cas de PME. L'Afrique du Sud est considérée comme ayant une tolérance moyenne au changement et au risque. Il est important que les innovations aient des antécédents ou un historique indiquant les avantages si elles doivent être acceptées et mises en œuvre. Les Sud-Africains accordent de l'importance à la ponctualité, donc assurez-vous d'arriver à l'heure ou à l'avance à vos rencontres. Toutefois, la gestion des délais est généralement assez souple et n'est pas universelle dans tout le pays. Par exemple, à Cape Town, on peut dire « juste maintenant » et ça peut autant signifier immédiatement, plus tard ou même un jour dans le futur. Tandis qu'à Johannesburg, les travailleurs sont normalement plus rapides. Il est donc recommandé d'inclure des délais très stricts dans les contrats. Ne craignez pas d'avoir un style de communication direct. Les Sud-Africains parlent généralement avec confiance et aiment aller droit au but. Lors d'une première rencontre, n'hésitez pas à avoir une poignée de main ferme. Il est aussi important de ne jamais interrompre un Sud-Africain pendant qu'il parle parce que c'est un signe de non-respect. Finalement, les accolades sont très courantes, donc ne soyez pas surpris par ce geste.
Vous êtes maintenant prêts pour votre prochaine expatriation en Afrique du Sud. On espère que vous avez apprécié la présentation. Merci beaucoup et n'hésitez pas à nous écrire sur le forum pour toute question. Merci beaucoup!